la trajectoire un peu sociale de certains personnages, notamment vis-à-vis de leur étude, de leur rapport à la France métropolitaine, un peu comme un moyen de promotion par les connaissances qui sont validées culturellement parce que venant d'Europe et la création peut-être un peu d'une sorte, d'élite, en décolonisation, mais qui en même temps, bah, va utiliser certains outils de la colonisation pour se hisser socialement. Moi, ça m'a beaucoup fait, penser à, la trajectoire de Senghor, même si bien évidemment il a une trajectoire exceptionnelle vu que, c'est le premier er président du Sénégal. Mais, dans sa, trajectoire en tant que jeune qui, va, à l'école française, qui poursuit ses études en métropole, qui du coup revient avec un statut de notable et ce qui lui permet notamment d'entrer en politique, comme c'est le cas du personnage de Aïssatou. J'ai l'impression que, Senghor appartient à peu près la même génération que, la narratrice dans le roman et à une classe sociale assez proche, en tout cas dans son parcours et son rapport peut-être, à l'école et à l'étude. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais fait le lien. Senghor, on le connaît quand même, au moins de nom, pour ses écrits et pour le fait que ça a été également un homme politique. Après, par exemple, moi, je savais pas du tout que en fait, il avait décidé de venir, vivre en Normandie. Alors l'autrice, donc Mariama Ba, est née en 1929 et décédée en 1981. Elle est née à Dakar, donc durant la colonisation française. Elle est issue d'un milieu bourgeois et son père devient notamment ministre au Sénégal, dans le premier gouvernement indépendant. Sa mère est décédée assez jeune, donc elle, Mariama, va être élevée par ses parents dans un milieu musulman traditionnel selon Wikipédia. Elle est reçue première à l'école normale de Rufisque, où elle va obtenir un diplôme d'enseignement en 1947. Donc, entre ce qu'elle a vécu et le personnage principal, la narratrice du roman, il y a quand même pas mal de parallèles et notamment, sa situation en tant qu'épouse. Avec son premier mari, elle va avoir 3 filles. Ensuite, avec son deuxième mari, elle a une fille. Et avec son troisième et dernier mari, elle a 5 filles. Donc c'est une mère d'une famille, nombreuse. Elle divorce du troisième mari, donc elle obtient le droit de divorcer du troisième mari, ce qui peut, encore une fois, faire le parallèle avec, certaines situations décrites dans le roman. Ce sont ses expériences personnelles en tant qu'épouse qui vont la pousser à s'engager dans plusieurs associations féminines qui ont pour objectif l'éducation et les droits des femmes et elle, elle s'intéresse particulièrement au statut et au vécu des épouses. Et c'est dans ce contexte d'engagement militant qu'elle publie une si longue lettre en 1979, sachant qu'elle décède assez prématurément parce qu'elle a un cancer et elle meurt en 1981. Ce qui fait qu'en fait, elle a une bibliographie qui est assez, courte. Elle a publié en premier des écrits qui en fait étaient des écrits scolaires et qui vont, avant qu'elle-même les publie, en fait, ils vont être publiés par son ancienne directrice d'école, par des auteurs d'articles dans des revues littéraires qui vont reprendre une partie ou tout de ses écrits scolaires. Elle publie une si longue lettre comme premier roman. Ce roman va avoir un succès assez rapide. Il va obtenir le prix Noma de publication en Afrique dès 1980. Il va rentrer dans le programme scolaire du secondaire au Sénégal avec une analyse qui doit être axée sur le principe de responsabilité et le devoir de solidarité. Avec ce texte, elle devient une figure du féminisme africain francophone. J'ai trouvé ça intéressant que ce soit du coup une lecture qui va être institutionnalisée à l'école parce que franchement, c'est une lecture qui est assez critique sur la société. Elle rédige un second roman, publié à titre posthume en 1982. Ce roman, son nom c'est Un chant écarlate. Il raconte l'échec d'un mariage mixte entre un homme sénégalais et une femme française. Petit fait qui va peut-être influencer ma lecture. Moi, dans ma tête, c'était un roman qui était paru il n'y a pas longtemps. Et donc, c'était une autrice plutôt jeune et c'est en comprenant la génération de la narratrice que je me suis dit: «Ah, en fait, le livre, il est peut-être moins récent que ce que je pense». En fait, il a été récemment
adapté au cinéma par Angèle Diabang-Brenner. Peut-être que du coup, on a recommencé un petit peu à parler du bouquin et dans ma tête, c'était quelque chose d'assez récent, mais en fait, pas du tout. Il date de 1979, donc il a quasiment 50 ans, quoi. Il embrassait des sujets plus divers que ce que la quatrième de couverture laisse entendre, parce qu'elle axe surtout sur la question du féminisme. Alors oui, il y a un message féministe qui est central, mais je trouve que, il n'est pas unique non plus et ça permet peut-être un récit qui est moins lourd que ceux que je craignais au départ. J'avoue que c'est une lecture qui m'intéressait, mais qui me faisait assez peur parce que je me disais: «Ouh là là, on va parler de VSS, de discrimination, de privation de liberté» et cetera. J'avais ce point de vue assez pessimiste et au final, le message féministe, il est fort sans pour autant rentrer dans les violences déjà, en tout cas physique, et en restant vraiment à un niveau que j'ai trouvé, vraiment roman social, analyse sociale et peut-être qu'on est resté à un niveau qui se veut un message assez général et que c'est peut-être pour ça qu'on est moins rentré dans l'intime, même si bien sûr on va connaître, la vie privée, l'intimité de la narratrice, mais je trouve qu'on n'est pas rentré, aussi loin dans l'intime que beaucoup de récits féministes actuels. Au final, c'est un témoignage des enjeux qui traversent ce que moi j'ai appelé la petite bourgeoisie, dans un contexte de décolonisation, de construction nationale et avec un point de vue féminin. Le témoignage vient d'une génération qui m'a paru charnière, tant dans ses préoccupations que dans son statut social. On est dans un espèce d'entre-deux. J'ai trouvé que justement, la force de ce roman, c'est d'incarner cet entre-deux, avec la notion de choix, dont on comprend les enjeux, les pressions et les responsabilités qui vont, naître de ces choix. Et la narratrice n'est pas un personnage qui va faire des choix, les plus radicaux possibles et j'ai trouvé ça intéressant aussi. Son combat, on va dire, c'était d'avoir le choix, sans pour autant, choisir toujours, ce qui pourrait être le plus extrême, le plus radical et du coup, potentiellement le plus féministe. Elle s'est construite une marge de manœuvre sans pour autant complètement sortir d'un carcan social. En fait, chaque fois que, il y a des, informations divulguées sur ces filles, elle va être complètement rappelée, par une forme de pression sociale qui est, familiale, notamment représentée par le personnage de Farmata. Et chaque fois, en fait, elle le renégocie un compromis entre la pression qui est assez extérieure, ses valeurs qui sont assez intériorisées et la situation, dans laquelle elle est avec sa famille. Et du coup, son personnage, il représente pas la notion de rupture. C'est un personnage qui serait pas allé au bout de sa révolte et je trouve que c'est un choix narratif qui est assez intéressant parce que on prend un personnage qui est, somme toute, plus réaliste que le personnage de son amie qui est Aïssatou et qui, elle, a, choisi de partir, de rompre et de changer complètement de mode de vie et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on n'a pas le point de vue d'un personnage qui aurait fait un choix, total. Là, c'était mon bilan, on va dire général. Je vais enchaîner ensuite des points un peu plus précis. Donc le premier point, il va être assez rapide, c'est par rapport à la forme épistolaire, vu le titre. Alors la forme épistolaire permet de présenter divers choix face à une même situation, vu que son amie a, elle, jarté son mari polygame. Et en même temps, je trouve que la forme épistolaire, elle est pas ultra présente. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un seul écrit qui va s'étaler sur une longue durée, d'ailleurs, dès le début, la narratrice dit qu'en fait, elle ouvre un carnet. J'ai l'impression qu'on a lu ce qu'elle a écrit au moment où, sa destinataire n'a pas encore reçu. Et d'ailleurs, il y a pas d'échange. J'ai vraiment l'impression qu'à la fin, quand elle s'apprête à rencontrer la destinataire, en fait, c'est à ce moment-là qu'elle va donner le carnet. On a l'impression d'être face à un flux de pensées, et comme il y a une notion un peu de bilan de vie, ça fonctionne. On est dans un récit qui est du coup assez intériorisé, mais qui a quand même une adresse à Aïssatou, qui permet quand même des moments où le texte va s'accélérer, où on va aller prendre un souvenir, où on va se positionner face à un événement en s'adressant à son destinataire, en sachant qu'il ne va pas avoir le même point de vue, il va pas avoir le même souvenir, ce genre de choses. Donc ça va pas être un monologue trop monotone. Mais au final, moi, j'avais l'impression de plus lire un monologue intérieur qu'une une lettre. C'est écrit
de manière assez réaliste par rapport au milieu social que la narratrice est censée représenter. Je trouve aussi que le genre relève un peu de l'autofiction. Par exemple, il y a des références qui sont vraiment liées à sa vie. Elle parle à un moment donné de la directrice de l'école dans laquelle la narratrice et son amie Aïssatou ont étudié et qui leur a permis d'avoir le diplôme d'enseignante et derrière d'enseigner. Bah là, on est totalement dans le parcours de vie de l'autrice. En fait, c'est une personne qui a énormément marqué l'autrice, donc c'est Germaine Le Goff. Et en fait, l'autrice, elle a été formée dans l'école normale qui était dirigée par Germaine Le Goff et elle a fondé l'Amicale des Le Goffiennes. C'est une école qui est extrêmement symbolique parce que c'est la première école normale d'institutrices africaines d'Afrique occidentale française qui a été créée en 1938. Donc effectivement, les personnes qui passent par cette institution sont des personnes qui sont engagées dans les droits des femmes, au moins du point de vue professionnel. En fait, c'est un roman très actuel dans cette manière d'écrire, un texte qui se veut assez roman social, en piochant dans sa propre vie des éléments qui permettent d'ancrer le texte, de le rendre vraiment légitime, d'avoir un vécu un peu plus profond et pas un écrit type journalistique. Ça a d'autant plus de valeur quand on est un lecteur comme moi, hein, qui est complètement extérieur à la société qui est décrite. Il y a un espèce de contrat de confiance qui va se faire avec l'autrice parce que, en fait, nous, on n'y connaît rien. On sait très bien qu'on est en train de lire de la littérature et que donc on n'est pas du tout en train de lire un essai de sociologie. Et en même temps, on attend de ce texte d'approcher un peu plus la réalité sociale des femmes de ce milieu social-là et de ce pays-là à ce moment-là de l'histoire. Du coup, on a l'impression de lire un texte qui est sans concession et sans fantasme non plus. Il n'y a pas de jugement moral sur la religion en elle-même et ça fait du bien parce que dans notre actualité, on l'a assez peu souvent. Ça parle de polygamie. C'est une polygamie qui est mal vécue par les personnages importants dans ce roman parce que ça leur est imposé, parce que ça leur change et dégrade les conditions de vie, parce que ça réveille chez elles des angoisses assez profondes. Je trouve qu'il y a un traitement assez art religieux de ce phénomène, dans le sens où, quand bien même on entend bien qu'il y a une cérémonie religieuse, que l'imam va avoir un rôle notamment pour annoncer à la première épouse que bah, désormais elle est mise devant le fait accompli et bah, il y a une deuxième épouse. En fait, je trouve qu'il n'y a pas un jugement lié à la religion. Je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et du coup, la polygamie, elle est abordée comme un fait social et pas comme un fait religieux. Et moi, j'ai apprécié ce point de vue-là. En fait, on aurait finalement une révolution sociale qui est pas si révolutionnaire que ça, qui est beaucoup plus dans un processus, dans un changement lent. Et là, je trouve que la notion de génération, elle est assez centrale dans l'œuvre, parce qu'on voit que quand Ramatoulaye se projette dans son passé, elle se projette en rupture avec la génération de ses parents. Finalement, elle est qu'un échelon, qu'un maillon de cette chaîne qui permet à une société d'évoluer. Et donc le roman, finalement, il résume pas ah, comment cette génération a changé le game, mais finalement, faut être un peu plus humble et réaliste. Et donc on a un témoignage des évolutions que traverse le Sénégal, avec une vision qui est pas si pessimiste que ça, même si cette vision elle est critique. Mais en fait, j'ai eu l'impression d'avoir plus ce qui reste à faire plutôt que là où la narratrice a été en échec. En gros, là où la narratrice ne va pas au bout, moi je l'ai pas lu comme ah bah c'est un échec, mais plutôt comme il faut une relève. Elle a fait ce qu'elle a pu à son niveau et il faut une génération suivante pour continuer le combat en gros. Et du coup, je trouvais qu'il y avait, voilà, il y avait la notion de génération qui était assez centrale dans le récit. Ça fait écho à l'histoire de la polygamie que vont rencontrer Aïssatou comme la narratrice, qui en fait à chaque fois leur est imposée, et qui crée un décalage générationnel entre la première et la seconde épouse, parce qu'à chaque fois les maris épousent des jeunes filles, parfois qui ont l'âge de leur propre fille. La fille de la narratrice
qui dit que, la deuxième épouse, c'est une victime et je trouve ça hyper fort et hyper digne et du coup, encore une fois, je trouve que ça recoupe un peu le message de fond du roman qui est: on a besoin que chaque génération se batte. Parce que le retour en arrière, il est vite arrivé. En gros, voilà. Je trouve qu'il y a cette notion-là, quand bien même le combat, bah, il se déplace. Il est plus tant dans, le statut professionnel que dans, la place, de l'homme et de la femme dans le couple, avec cette histoire, de sa fille, qui a un fiancé qui, fait des tâches ménagères, ce qui paraît, assez absurde pour la narratrice, donc c'est là qu'on voit que c'est un certain féminisme daté qu'elle incarne et donc peut-être, on termine par, bah, ce dont parle tout le monde à propos de ce livre, le propos féministe du livre. Donc bien évidemment, il est là, il est présent. Moi, je trouve que il est daté, mais je le dis pas négativement. Je trouve que il témoigne d'une génération qui a eu son combat, qui a fait avancer les choses et qui a laissé la place à une génération suivante qui va vouloir approfondir, et peut-être même dépasser, hein, le combat, de cette génération-là. Il y a plus de nostalgie que de colère et je trouve que c'est assez typique de quand on a un certain âge et qu'on fait un bilan et qu'on a eu une image de soi qui était combattant, qui était, concerné et qui était peut-être, bah, dans le combat et donc dans, parfois, bah, j'ai gagné, même si j'ai gagné un petit fait, j'ai gagné ça et donc là, on est plus dans, je me pose, je fais le bilan et peut-être qu'aujourd'hui, je suis allée moins loin que ce que je pensais que j'allais faire, en gros. Alors bien sûr, dans, ce discours féministe, les personnages masculins, bah, c'est catastrophique. Alors, franchement, les plus respectables, c'est des lâches, mais c'est pas une vision de l'homme. Je trouve que chaque personnage masculin a son individualité, ses motivations, participe au système pour des raisons différentes. Et en fait, du coup, on voit que un système ne repose pas juste sur l'adhésion. Il repose aussi sur toutes les stratégies qui font que on s'y fait, on fait avec, et donc en fait, on le laisse se perpétuer. Le personnage de l'ex-mari de Aïssatou, il représente complètement ça. Donc je trouve que quand même les personnages masculins, ils sont négatifs, mais ils sont pas mal construits, ils sont pas inintéressants. Au final, quand, j'ai compris que l'autrice, avait publié ce roman en 1979, je me suis dit que voilà, il était écrit de manière assez actuelle et qui permettait aujourd'hui de, un peu redécouvrir cette génération-là, de personnes, féministes et je trouve que ça leur rend justice, en fait.